Maintenant, on va voir sur un exemple, notamment du bocage rétro-littoral, comment ça bouge en fait et comment ces paysages évoluent. Et c'est l'exemple d'Arton, Henré et de Chéméré que je vais vous donner. Donc là, on est sur la carte d'état-major, datée à peu près 1866. Donc on voit Arton et Chéméré. Donc, ils sont deux petites communes avec la route pour aller au bord de la mer, en fait, qui se divise sur Arton. On a du coup deux villages qui se structurent en village-rue, c'est-à-dire que les maisons s'alignent sur la rue. Et puis, ce qui est intéressant dans cette carte, c'est qu'elle donne quelques indications, notamment sur les haies bocagères, ces petits pointillés là. Donc, vous voyez qu'on a un petit bocage qui est assez présent, alors très présent au bord de ce vert clair qui correspond en fait aux pâtures inondables donc de vallées. Vous voyez qu'on lit les vallées au travers de ces pâtures. Ici, on a le marais. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des marais qui s'engouffrent dans les petites vallées est-ouest. Donc là, on en a la fin d'un de ces marais. Et puis, ce qu'on constate aussi, ces taches grises. Donc, sur la carte, ça correspond à de la viticulture. Donc, on avait un paysage assez complexe qui mêlait à la fois du bocage, de la culture, de la viticulture et des prairies de pâture inondables. Donc, vous voyez une mosaïque de paysages assez riche sur ces deux communes. On avait aussi un travail de la briqueterie, en fait, un travail de l'argile, puisque les territoires anciens, la dégradation de ces roches anciennes, c'est souvent de l'argile. Donc on avait des plaques d'argile. Et donc derrière, on retrouvait cette industrie de briqueterie ou de tuiles qui connote tout le sud Val-de-Loire avec ses couleurs ocre. Puisqu'on a des oxydes de fer en fait, qui viennent de la dégradation des granites ou des roches métamorphiques. Et donc, on va voir ces couleurs un peu chaudes. Ici, une vue de la rue principale d'Arton-Henré, qui était très plantée. On voit aujourd'hui à peu près le même point de vue. Alors, j'ai pas réussi à avoir le même point de vue. J'ai fait l'étudiant, j'ai pris du Google Street View, parce que j'ai pas pris le temps d'aller sur Arton pour cet exposé. Mais vous voyez, le clocher est là. Là, il y a ce bâtiment-là qui est derrière l'arbre ici. Mais vous voyez que finalement, en termes d'occupation de l'espace, bon, certes, à l'époque, on était très voie verte, développement durable avec le vélo, tout ça. Enfin, il n'y a pas de voiture. Donc derrière, pas de stationnement. Donc derrière, la rue, c'est l'espace public de façon globale. Puis on avait mis des arbres pour être à l'ombre, parce que dans le Sud-Loire, il fait un peu plus chaud, il y a plus de soleil. Et puis donc cette mosaïque de paysages qui est exprimée dans cette photo, on va retrouver le moulin qui renvoie à des cultures, de la céréaliculture. Donc derrière, on avait aussi sur les parties hautes des champs de culture avec la vigne. Et puis cet élevage, donc finalement polyculture élevage sur ce paysage, donc paysage très, très riche et très varié. Donc, même point de vue dans les années 58, donc vous voyez que ça n'a pas beaucoup changé en l'espace de plus d'un siècle. Donc avec toujours les vallées, le bocage qui enchasse les vallées, le bourg, enfin les deux bourgs. Et puis les taches claires, en fait, là on a une lecture plus fine de la culture, en fait. Donc là on est sur des champs de polyculture, on a des restes de vignes, si on zoome. Bon là, avec cette projection, on ne peut pas le voir. Et donc on relie bien le dessin des vallées avec un bocage un peu plus fin, un peu plus linéaire sur ces secteurs. Donc là, un paysage assez riche, on le retrouve au niveau de cette vue aérienne. Ce qui est assez intéressant, au niveau des archives départementales sur la Loire-Atlantique, on a une campagne de vue aérienne oblique qui a été faite dans les années 50. Donc si vous avez à travailler sur le territoire, allez dans les archives, vous verrez ces vues, elles sont très belles, très fines, et elles permettent de travailler comme ça sur le territoire. Donc là, on a une vue de Chéméré. On voit bien toute cette structuration du paysage, le paysage urbain linéaire, avec derrière les façades les jardins, des séries de jardins en lanière, puis après le bocage. Quand on monte sur le plateau, on retrouve les cultures, et puis après on revoit derrière un bocage sur les zones les plus basses et les vallées. Et donc aujourd'hui, ça devient quoi en 2010 ? Faut aller plus vite au bord de la mer, parce que les Nantais, ils en ont marre de traverser ces petits bourgs, ça prend du temps, il y a des bouchons, c'est pénible. Et puis pour l'économie, c'est pas bien, parce que voilà, la métropole doit échanger avec son littoral. Donc on fait des contournements. Donc super, on fait des contournements. Donc on gomme un peu le paysage au niveau des franchissements de vallées. Il y a des protections sur le marais, ça reste à peu près agricole, sauf qu'effectivement là, la trame bocagère et les réseaux de fossés
ont changé un peu d'échelle. Pour la petite histoire, il n'y a pas de changement d'échelle entre les deux photos. C'est-à-dire que années 50 et 2010, c'est la même échelle. Parce que là, on a l'impression qu'on a zoomé, en fait, mais ce n'est pas le cas. C'est les choses qui ont changé d'échelle, en fait. Donc les deux bourgs voilà, sont contournés. Donc du coup, c'est plus facile d'aller à Nantes. Donc derrière, on peut ouvrir des zones d'habitat parce que les gens qui n'ont pas les moyens d'habiter à Nantes, ils peuvent venir habiter là. En plus, c'est cool parce qu'on n'est pas très loin de la mer. Donc on peut aller travailler à Nantes. Puis le week-end, on peut aller à la plage. Donc ça, c'est vachement bien. Donc derrière, c'est des bourgs qui ont complètement explosé. On n'est plus dans le village rue, mais bien dans le village tas. C'est-à-dire que ça s'est aggloméré. On en a mis partout et puis ça se rejoint. Ce qui pose presque la question de se dire, si on fait une ville nouvelle avec un centre ici, en fait, parce que finalement, c'est un bourg bicéphale. Je suis un peu iconoclaste quand je dis ça. Bien évidemment, c'est pas ce qu'il faut faire, mais donc vous voyez que là, ça a bougé. Là, ça a resté à peu près correct en termes de structuration bocagère. Par contre, ici, on se rend compte que ça a complètement explosé. Alors pourquoi ? Déjà, mécanisation de l'agriculture. Et puis l'autre élément, c'est que qui dit route, dit remembrement. Donc derrière, on se réarrange, on restructure un peu le parcellaire. Et du coup, on éclate le bocage. Qu'est-ce qui est apparu d'autre aussi ? Là, pour cultiver ici, c'est plus très drôle. Parce qu'en fait, il faut traverser les bourgs. Là, on ne traverse plus la voie. Donc, du coup, ces terrains sont enclavés. Qui, en agriculture, a besoin de moins d'espace pour produire et vivre de son exploitation ? Les maraîchers. En plus, c'est cool parce qu'on les a virés de la périphérie nantaise. Donc, du coup, là, on va les mettre là parce qu'ici, au moins, on ne va pas les virer. Enfin, on l'espère en tout cas. Et donc, ici, ce qu'on voit, c'est les parcelles maraîchères avec soit des tunnels ou des serres. Donc vous voyez qu'il y a un paysage qui se restructure autour de cet axe, puisqu'en plus, quand on met un échangeur, joie et bonheur, ça se valorise très très bien sur le plan économique. Et donc, on va mettre une zone d'activité. Donc, une pour Arthon et une pour Chéméré, parce que chacun doit avoir son échangeur. Politiquement, ça fait la paix des braves. Et donc, on a deux zones d'activité. Donc, derrière, sur des voies qui traversaient des paysages ruraux, on commence à avoir une voie rapide qui traverse un paysage industriel, à la fois industriel dans l'économie, je dirais, de production secondaire ou tertiaire, et à la fois industriel dans la perception de l'agriculture, en fait. Donc du coup, on a un changement radical de perception, c'est-à-dire qu'on a ramené la banlieue nantaise finalement avec ses stigmates sur Chéméré et sur Arthon. Donc ça donne quoi en paysage ? Ça donne ça, en fait. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que le législateur s'est dit on va faire une loi paysage, parce que ces façades économiques le long des voies, c'est franchement moche. Donc on va les mettre en recul. Donc du coup, on appelle ça la loi Barnier. Donc on a décalé tout ça pour mettre une avant-scène un peu de choucroute paysagère, pour donner ça, pour rendre ça plus sympa en fait. Alors c'est assez complexe parce que du coup, nous paysagistes, on se dit à cette époque-là c'était cool, on avait des dossiers, donc on s'est un peu lâché, et donc parfois on n'a pas forcément pris l'inspiration du contexte général. On s'est penché sur tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre la route sympa. Et parfois, on avait des chartes d'itinéraire qui nous disaient comment on aménage la route de Nantes jusqu'à la mer. Et donc, ça peut donner des choses qui sont très homogènes quand on part de Nantes jusqu'à la mer, alors qu'on traverse des paysages très variés. Donc là, voilà la transformation du paysage. Paysage urbain, vous voyez que la petite rue d'Arthon avec ses petits arbres ou la vue de Chéméré qu'on voyait en aérien, on n'est plus du tout dans le même modèle architectural. C'est-à-dire, si je ne vous avais pas dit que c'était là, on aurait pu être partout ailleurs dans le sud du département, en fait. Donc là, on change complètement de stratégie. Alors, je jette surtout pas l'opprobre aux élus d'Arthon et Chéméré, parce que globalement, on a tous fait la même chose partout, à l'échelle régionale. Je peux en témoigner. Donc voilà, c'est juste des phénomènes qui se passent avec les outils et les moyens qu'on se donne pour construire notre paysage. Autre élément sur l'agriculture, c'est ça qui est apparu effectivement. Donc on a explosé la maille bocagère, le paysage a pris de la profondeur, c'est mécanisé, donc on n'a plus cette mosaïque assez riche entre vignes et polyculture. Et donc on va retrouver en blanc là, les mers de plastique qu'on retrouve ici plus en détail. Et puis l'échelle des exploitations a complètement changé. Alors en plus, comme il n'y a plus de bocage, on les voit très très bien. Donc globalement, on a une perception, vous voyez, qui change complètement d'échelle. C'est comme si on avait pris des jumelles et puis on avait changé la taille du paysage.
Alors juste, je vous mets un petit exemple d'un travail qu'on a fait sur le paysage ligérien, où on a un peu les mêmes phénomènes qui se sont produits. Hein. On va voir, là on est au niveau d'Oudon, où on a resimulé à partir des cartes une vue en bloc diagramme de l'évolution du paysage sur Oudon, donc en 1850, début du XXe, et puis aujourd'hui, où on voit que finalement les plateaux viticoles qui dominaient la Loire, avec Oudon au bord de la Loire, avec son petit port et son contact direct avec la Loire, on passe une ligne de chemin de fer, on met de l'atterrissement sur tous les bords de Loire, on commence à développer le bourg, la vigne commence à disparaître, et puis à un moment, la vigne est résiduelle, le bourg s'est développé sur les coteaux, donc d'un paysage ligérien viticole, on est passé à un paysage ligérien urbain et urbain pavillonnaire. Donc ça change complètement la donne, mais tant mieux, on le voit pas trop parce que, en plus, l'agriculture ayant perdu sa force dans le Val-de-Loire, on retrouve des peupleraies. Donc du coup, quand on est au bord de la Loire, on voit même plus les coteaux. Donc comme ça, c'est un peu plus simple. Donc on va montrer par ce petit schéma un peu le phénomène qui se produit et derrière les conséquences en matière de paysage. Donc alors ce qui est assez intéressant, c'est que l'étude sociologique, on a fait aussi un questionnement sur les évolutions de paysage. Donc on a fait des cartes sur les secteurs que les gens pensent, enfin, pour lesquels les gens pensaient qu'il y avait eu beaucoup d'évolutions ces 10 dernières années. Donc pas de grande surprise. Qu'est-ce qui a beaucoup bougé ces 10 dernières années? Le littoral, l'agglo nantaise, les principales agglos, donc on retrouve Ancenis et puis les autres agglos, et puis un peu le Val-de-Loire, mais pas tant que ça. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que globalement, ça faut se méfier parce qu'on pense toujours les évolutions en négatif et positif. Donc, la sociologue a insisté pour que les gens parlent des évolutions positives, parce qu'on a tendance à faire une litanie sur le paysage, qu'on a détruit, machin. C'est pas toujours le cas, parce que vivre avec les conditions de vie du début du 21e siècle, enfin du 20e siècle, pardon, c'était pas top, quoi. Enfin, quand on n'avait pas l'eau dans la maison et tout ça, c'était pas très très drôle. C'est quand même plus confortable aujourd'hui. Donc, du coup, il y a des évolutions qui sont aussi intéressantes dans le paysage. Et par contre, ce qu'on a constaté, c'est que globalement, pour moitié, on considérait que les évolutions étaient négatives. Pour un quart, elles étaient positives. Et pour un autre quart, par contre, elles étaient neutres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font simplement un constat. Genre par exemple les lotissements. C'est-à-dire que beaucoup de professionnels décrivent les lotissements en disant c'est pas bien, machin, enfin bon, il y a mieux à faire. Sauf que pour la majeure partie des gens interviewés, quelque part le lotissement c'est une nécessité, c'est comme ça, on n'a pas le choix quelque part. Et donc il les connote ni positivement ni négativement, c'est neutre, c'est juste comme ça. Donc c'est pour ça que quand on arrive en disant les lotissements c'est moche, c'est pas forcément bien compris, parce qu'on est juste dans un constat qui n'est pas connoté en fait en face. Alors juste des petites citations que je trouve assez amusant. Donc il y a une conciliation difficile entre le mode de vie urbain et rural. On veut faire un étang avec des grenouilles, mais les gens se plaignent du bruit. Ils supportent mieux le bruit industriel que celui de la campagne. Le cri du coq ou l'aboiement du chien peuvent amener à des conflits de voisinage dans les lotissements où les voisins exigent des colis anti-aboiement. Et pourtant, la coopérative agricole qui sèche du maïs et fait beaucoup plus de bruit continue. Les bruits familiers rassurent qu'on soit en ville ou à la campagne. Donc tout est relatif. Un agriculteur qui disait autrefois, tous les enfants de fermiers étaient fermiers, maintenant ils font des études. Le paysan était très fier de son métier, c'était un travail dur et les parents n'ont pas encouragé leurs enfants à faire ce travail. Aujourd'hui, physiquement, c'est moins dur, mais c'est devenu une entreprise avec 500 ou 600 000 euros d'emprunt. C'est du machinisme, de la production, des grandes fermes. Les primes européennes encouragent à produire ce qui est contraire à l'entretien du paysage. Vous voyez qu'il y a des choses assez réelles et parfois on fait de grandes études statistiques sur les chiffres, alors que finalement on aurait juste un petit questionnement, on arriverait aux mêmes conclusions beaucoup plus rapidement. Hop, si je peux avancer, c'est bloqué. Donc, grosso modo, ce que les gens ont dit sur le paysage, alors je ne vais pas tout vous lire parce que ça va être un peu rébarbatif, mais globalement, il y a un besoin de mise en valeur des paysages par une meilleure communication. C'est-à-dire que voilà, il y a des très beaux paysages, des très beaux endroits, on ne les connaît pas forcément, il suffirait juste de communiquer dessus pour les mettre en lumière. Et puis peut-être avoir une meilleure liaison entre les sites. Il y a un besoin de mise en valeur aussi des paysages par une meilleure accessibilité
mobilité, par la vue, la promenade, par un meilleur entretien ou par l'appréhension des richesses culturelles ou paysagères du site. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui m'a surpris, c'est qu'aujourd'hui, on imagine le paysage que aménagé. C'est-à-dire que sociologiquement, les gens nous ont retourné le fait que s'il n'y a pas d'aménagement, on a l'impression qu'on ne peut pas y aller en fait. Et donc on est dans une notion de il faut que ce soit confortable ou il faut que ce soit fléché. Alors en creusant un peu, on s'est rendu compte que finalement c'est lié à la mobilité en fait. C'est-à-dire que les gens changent tellement d'endroits qu'ils n'ont plus la perception locale du lieu. Je m'explique. Quand vous êtes né dans un village et que vous y vivez toute votre vie, très rapidement vous savez que tel chemin, c'est le chemin de machin, que vous êtes copain avec lui, donc vous avez le droit de l'utiliser parce que vous n'aurez pas de problème. Tel bois, on peut y aller parce que c'est une forêt domaniale, ou alors c'est le bois communal, donc on sait qu'on peut y aller. Donc il y a un décryptage comme ça de l'appartenance et de la connaissance des lieux qui est très fine. Quand on est parachuté dans cet endroit-là, on n'a pas cette lecture-là, et du coup on a très vite l'impression qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont privés. Alors soit on est sans gêne et on va dans le privé et on peut être accueilli à la carabine, donc ça fait jamais plaisir, on le fait pas deux fois. Soit on essaie de trouver des cartes, des guides, et là on en vient à prendre le biais de l'aménagement de l'espace et de la connaissance de l'espace. Donc d'où finalement une conséquence de la mobilité, c'est effectivement la perte de connexion avec la possibilité d'investir le paysage. Également, il y a des paysages dégradés qui font consensus. Alors, ce qui est ressorti en premier lieu, c'est les entrées de ville, le littoral, les marais et la campagne, en fait. Donc, on a une vraie perception de cette dégradation sur ces secteurs. Également des centres-villes et des centres-bourgs qui sont perçus comme délaissés. Donc là, il y a aussi une vraie prise de conscience des gens, par les gens, du fait que, effectivement, un centre-bourg et un centre-ville, c'est fatalement mort, en fait. Je sais que on est tellement lié à la voiture que finalement, à force de faire des contournements, la vie s'est faite en périphérie et on a un peu retourné le décor. Puis en plus, ce qui est ressorti aussi dans l'étude socio, c'est que les normes ont beaucoup contribué à ça. C'est-à-dire que si vous voulez refaire une boulangerie ou un commerce à l'intérieur d'un vieux bâtiment ou d'un ancien commerce de centre-bourg, c'est mission impossible en fait. C'est très très compliqué parce qu'effectivement, il y a une norme d'accessibilité, d'hygiène, de la farine de rentrer d'un côté et le pain sortir de l'autre, mais ça ne doit jamais se croiser. Donc derrière, finalement, comme nos ancêtres vivaient comme des sagouins et du coup n'étaient pas au fait des normes qu'il y a aujourd'hui. Du coup, c'est plus simple d'aller faire une boîte près d'un giratoire avec un pointage GPS et puis Internet, et puis on commande en ligne et on vient chercher. Et finalement, on n'a plus besoin de se prendre la tête à essayer de trouver une place dans un endroit où il n'y en a pas, quoi, en fait. Donc voilà, c'est un peu abrupt, mais c'est finalement ce qui est ressorti de cette étude-là. Milieu rural aussi, où les paysages changent d'échelle, on l'a vu tout à l'heure, et évoluent en fonction des pratiques. Et puis des lieux proches du littoral qui sont marqués par des mutations, des activités et des usages aussi. Donc ça, c'est un élément assez important, avec des gens qui nous ont dit aussi que le littoral, c'est privatisé. C'est-à-dire qu'autant autrefois, c'était assez facile de prendre sa voiture ou son vélo, d'aller au bord de mer et de se baigner un peu partout. Autant aujourd'hui, avec toutes les propriétés privées secondaires, les points d'accès au littoral sont beaucoup plus difficiles à trouver. Alors quand on les connaît, ça va, mais il y a moins le même accès.